Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, bienvenue sur ce nouveau direct du Miroir Social sur le sujet de la confidentialité de l'information qui prévaut, qui s'applique à l'égard des représentants des salariés, représentants du personnel ou représentants syndicaux. Comment cette confidentialité s'applique, dans quelles conditions elle s'applique. C'est le sujet de cette matinée. Donc, merci à Orso-Ethics, au cabinet Orso-Ethics, de porter le sujet. Un vaste sujet qui, à mon avis, qui va faire écho à pas mal de vos problématiques respectives. Et donc, pour parler du sujet, Orso-Ethics, vous êtes trois, Jean-Pierre, Lyonnais, Stéphane Lamy et Philippe Nou. Donc, vous avez trois à porter la parole du cabinet, et on a la chance d'avoir trois élus. Alors, excusez-nous, mais excusez-moi. Le plateau brille pas par sa diversité, par sa mixité pour une fois, mais bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça, voilà. Donc merci à nos trois élus de Mouillon la chemise pour porter un sujet qui n'est pas forcément évident à porter, qui résonne pour chacun, mais qui n'est pas forcément facile à mettre sur la table. Donc, Philippe Fournil, toi, tu es délégué syndical CGT à la Société Générale, à l'ASG. Louis Duvaux, toi, tu es représentant syndical CFTC chez Capgemini. Et Philippe Viroulet, toi, tu es délégué syndical de la CAT, de la CAT, chez Adrexo, maintenant qui s'appelle Mili, sur tout l'adressage postal. Donc, bienvenue à vous dans la salle. Vous êtes plus de 200 inscrits donc ce matin. Donc, bienvenue. Et n'hésitez surtout pas à interagir au maximum. On va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir prendre en compte au maximum vos interactions, vos rebonds et un peu la tonalité que ça fait remonter, parce que c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde, qui est vraiment transversal. Donc il n'y a pas de femmes sur plateau, mais par contre il y a trois Philippe. Donc les Philippe sont en force. Voilà. Donc Rodolphe Enarlé, moi je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc je suis le responsable de Miroir Social. Alors simplement en préambule et pas pour être long, simplement sur un sujet comme ça, sur la confidentialité, où on met la frontière, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment délimité, c'est vraiment des choses où on est, on va dire, sur du mou, ça se corrige, ça s'affine, la notion de confidentialité. Sur un sujet comme la confidentialité qui s'impose aux représentants du personnel, simplement en préambule, moi, ce que je voulais dire, au regard de la pratique qu'on a sur Miroir Social et des échanges que moi, notamment, je peux avoir avec les représentants syndicaux, c'est de faire attention à l'autocensure. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, surtout, je pense que c'est un message de fond. Cette matinée, c'est de dire qu'il faut réfléchir avant de publier quelque chose en tant que représentant syndical, et qu'il y a vraiment un devoir de réfléchir, et surtout que ce n'est pas forcément facile à l'heure où, par exemple, chez Capgemini, vous sortez d'une élection, Société Générale également d'une élection professionnelle, où les syndicats se tirent la bourre, et c'est pas forcément facile dans un contexte comme ça, ou d'élection professionnelle, notamment où il y a compétition, de prendre le temps pour dire, je vais pas essayer de tirer plus vite que la concurrence, mais peut-être arriver un petit peu après, pas chercher le scoop pour le scoop, entre guillemets, et prendre le temps de réfléchir avant de publier quelque chose et de mesurer pourquoi je le fais. Ça, c'est important. Mais par contre, l'autocensure, c'est aussi très important parce il y a plein de leviers qui font qu'elle grignote. Et moi, simplement, et après je passe la parole, c'est quand j'entends des représentants syndicaux qui me disent que l'accord d'entreprise, il est confidentiel et qu'ils peuvent pas le sortir. Excusez-moi, mais là, je pense qu'il y a vraiment du boulot, parce que les accords d'entreprise, il y en a 95% qui sont maintenant sur Légifrance, grâce, justement, parce que les sites des syndicats d'entreprise historiquement ont mis des accords d'entreprise en ligne, et qu'à un moment, la direction du travail s'est dit on va peut-être centraliser ça sur une base, on va les mettre publics, à part, et quand même, les accords de performance collective notamment, qui peuvent avoir il peut y avoir des éléments de confidentialité dans des accords comme cela, parce qu'il y a des données économiques. Et là, à ce moment-là, ils ne remontent pas. Mais sinon, 95 ou 98% des accords, il y a une responsabilité même des élus à les valoriser, à les mettre en ligne. Ils les ont signés. Donc, la moindre des choses, c'est de faire le service après-vente de l'accord qu'on a signé et de lui donner le maximum de publicité. Donc, je ne vais pas être plus long là-dessus. Mais en tout cas,
On va commencer avec Jean-Pierre et Stéphane. Sur en quoi ça vous parle, cette notion de confidentialité dans l'exercice de votre métier et comment ça résonne auprès des élus que vous côtoyez au quotidien. Et avec une première question au-delà de ce préambule, c'est de savoir comment la confidentialité s'impose déjà à vous en tant que cabinet d'experts, c'est-à-dire que la direction arrive à votre égard, va vous dire on vous transmet telle ou telle information qui sont de nature confidentielle, à vous, experts, mais par contre, avec l'engagement que vous, experts, vous ne les transmettiez pas de façon brute aux élus, aux représentants syndicaux. C'est une équation qui n'est pas forcément évidente et qui est régulière. Et comment vous l'appréhendez? Donc, on va cascader comme ça et commencer par vous, votre rapport à la confidentialité. Excusez-moi. Jean-Pierre, Stéphane, qui commence? Je vais démarrer. Alors, la confidentialité, elle s'impose à nous puisqu'on est tenu au secret professionnel en tant qu'expert comptable. Et notre travail, c'est bien d'éclairer le CSE, parce qu'on intervient pour le CSE, pour lui permettre de comprendre la situation d'entreprise. Et la question de la confidentialité, elle se pose de façon un peu plus forte, il me semble, sur l'éclairage des orientations stratégiques. Et dans ce cadre-là, entre autres, eh bien, il faut faire preuve d'inventivité, de créativité avec le secrétaire du CSE ou avec les représentants du personnel et avec la direction de l'entreprise. Pour obtenir des informations, parce qu'on ne peut pas juste nous dire, écoutez, on ne peut pas vous donner ces informations. C'est souvent le cas où c'est difficile dans des entreprises cotées en bourse, puisque la divulgation d'informations peut être trop précise en matière de prévision, pourrait donner lieu à des délits d'initiés. Alors, il y a quand même des façons de procéder. Je vais vous donner un exemple. J'intervenais auprès d'un comité de groupe France, donc une instance qui réunissait une vingtaine, 25 représentants, d'une société française cotée en la Bourse de Paris, avec une vingtaine d'établissements industriels en France, donc milieu industriel. Et la France, c'est à peu près un tiers de l'activité du groupe. Donc, le poids de la France dans le groupe était vraiment fort. Et le souhait des représentants du personnel et du comité de groupe, c'était de savoir quel était l'avenir finalement des différentes usines en France. Est-ce qu'il y aurait de l'activité dans ces différentes usines à horizon 3 ans, peut-être même plus. C'est vraiment la question centrale. Et donc, on est avec le secrétaire du comité de groupe, on a sollicité un entretien auprès du DRH du groupe et on lui a exposé ce qu'on cherchait à comprendre, ce qu'on cherchait à faire comme travail. Et finalement, on a obtenu la transmission d'un plan à moyen terme pour l'intégralité des 20 usines, avec des indicateurs de chiffre d'affaires, de volumétrie d'activité, d'effectifs même, de projection d'effectifs, mais également de marge opérationnelle et d'investissement. Et l'engagement qu'on a pris et la solution qu'on a trouvée ensemble avec le secrétaire du comité de groupe, la direction de l'entreprise et le cabinet, eh bien, c'est de restituer les informations les plus sensibles et en particulier les marges sous forme de graphiques sans échelle. C'est-à-dire qu'on va dessiner des courbes où on va pouvoir bien comprendre les tendances et ça, c'est important parce que ça apporte finalement la réponse à la question qui est posée par les salariés et leurs représentants, mais sans mettre en difficulté l'entreprise, sans l'exposer finalement auprès soit du marché boursier, soit de ses concurrents. Et c'est une situation qui a donné vraiment pleine satisfaction à la fois aux membres du comité de groupe, qui a permis une discussion de grande qualité en réunion plénière. Et puis, on a pu écrire un certain nombre de commentaires et apporter un certain nombre de commentaires précis sur chaque usine, donc en qualifiant les faits. Donc finalement,
avec cette méthode, on a répondu à la question qui nous était posée. On a obtenu une information qu'on n'avait jamais obtenue par le passé, ou que les experts précédents n'avaient jamais obtenue par le passé, mais on a sécurisé l'entreprise par rapport à la crainte qu'elle avait de voir ces informations diffusées dans le grand public. Voilà, pour peut-être commencer par un exemple très concret. Et pour reprendre ce que tu as dit, Rodolphe, il faut réfléchir. Il n'y a rien d'évident et d'immédiat. Et il faut le faire. Ce qui est important, c'est qu'on le fait avec les représentants du personnel. C'est-à-dire, on ne décide pas dans notre coin de dire, bon, bah voilà, ça, on ne vous le donne pas. Voilà, il n'y a pas de notion de cacher quoi que ce soit, parce que sinon, on va rompre la confiance qui est nécessaire. Nous, on est au service des instances, on est le conseil des représentants du CSE en l'occurrence, ou du comité de groupe. Et donc, il est important de mettre les choses au clair, quoi. Là-dessus, Stéphane, justement, en quoi tu me précisais qu'il fallait faire gaffe, enfin faire attention à un devoir de vigilance de l'expert sur la direction qu'allez-vous potentiellement vous dire, je vous file telle information qui est confidentielle, vous la transmettez pas aux élus, et que l'expert accepte avant même d'en avoir parlé aux élus, comme quoi c'était essentiel pour vous de mettre les élus dans la boucle dès le départ, quoi. Oui, c'est sûr. Y a quelques risques également. Donc là, j'ai donné un exemple plutôt positif, mais il y a quelques risques de manipulation, on va dire, dans une discussion où on va vous dire, bah ça c'est off. Vous savez, l'usine Intel là à tel endroit, on pense que on va la fermer. Il y a d'ailleurs ces perches, elles peuvent être tendues à l'expert, elles peuvent être tendues à tel ou tel syndicat sur lequel la direction pense qu'elle a une prise particulière, une relation particulière. Donc ça c'est des situations beaucoup plus complexes. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour assister le CSE. Et si on commence à rentrer dans ces jeux-là, c'est terminé, quoi. Ouais. Merci Stéphane. Écoute, tu auras l'occasion de reprendre la parole quand tu le sens. Merci à toi. Jean-Pierre, toi, tu as un autre exemple à rapporter sur l'équation, comment on concilie la confidentialité de l'information que vous avez transmise avec la restitution et la modalité de la restitution aux élus. Oui, je rebondis d'abord sur ce que vient de dire Stéphane. L'important, c'est surtout de ne pas se faire manipuler par la direction. Les directions cherchent souvent parfois, ça dépend des cas, à se servir de l'expert. Et il faut faire quand même très attention à ça, même si le but est quand même de travailler dans l'intérêt général. Mais de ne pas se trouver dans un jeu un peu pervers parfois. Et ça exige pour moi toujours de travailler en totale transparence avec les élus. C'est-à-dire qu'avant de recueillir une information confidentielle, et l'exemple de Stéphane était tout à fait bon, il était allé avec le secrétaire du CSE voir la direction, il faut toujours être totalement raccord avec les élus avant d'accepter de recevoir une information de type on vous le dit, mais ne dites pas aux élus. Donc il faut que les élus sachent ce dont il s'agit. L'exemple que je vais citer, c'était une entreprise industrielle, là aussi, qui était vendue. Alors, elle avait été vendue plusieurs fois. Elle avait commencé par être vendue par un grand groupe à un fonds, puis revendue à un deuxième fonds, etc. Et les élus, évidemment, commençaient à être pas mal inquiets et à se demander à la fois si le prix de vente était convenable et si on n'allait pas se retrouver dans un mécanisme de LBO avec des endettements qui allaient mettre l'entreprise en difficulté. Et la direction nous avait dit, je veux bien vous donner les infos à condition que vous ne les transmettiez pas. Alors évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on s'était vus ensemble, effectivement, avec les élus et la direction, et on avait calé que la direction nous donnait à la fois le prix de vente et le schéma de financement, que l'on ne donnait pas les chiffres bruts aux élus, mais qu'on leur... Pardon, excusez-moi.
j'ai un peu enrhumé, mais qu'on leur fournissait une explication à la fois sur le fait que le prix de vente était assez cohérent avec les pratiques du marché, et deuxièmement, que le mécanisme financier de rachat n'entraînait pas de risque de type LBO pour la société. Donc on a eu des infos, on les a analysées, effectivement l'opération était correcte, on a pu fournir ces informations-là aux élus, mais sans donner les chiffres bruts, un petit peu comme dans l'exemple précédent de Stéphane. Donc voilà, c'est un deuxième exemple effectivement d'une situation ultra sensible, hein, parce que les prix de vente, c'est des informations que les directions ne veulent jamais communiquer, ou très très rarement. Et là, on a pu monter une opération, mais toujours en toute transparence. Pour moi, c'est ça la condition. Si on doit recevoir une information qui ne doit pas être transmise, les élus doivent être totalement au courant, de façon à ce qu'on ne puisse pas avoir de manip par derrière. Entendu, Jean-Pierre. Alors, je te relance sur. Ça mérite peut-être un éclairage sur le. On parle de confidentialité. Ouais. Juridiquement, ça veut dire quoi? Ne pas respecter l'accord de confidentialité, et ça sous-entend quoi pour un élu, pour un représentant des salariés, de diffuser une information qui lui a été transmise sous le sceau de la confidentialité, entre guillemets, et qu'il diffuse? Bon, alors ça, c'est le jeu souvent des directions qui disent on vous transmet l'information, mais c'est confidentiel. Donc, on stabilote les documents, enfin, on les stabilote électroniquement, en disant cette information-là, vous ne devez pas la transmettre, vous ne devez pas la transmettre. Alors, le code du travail, là, il est clair sur un point et flou sur un deuxième. Ce qui relève du secret professionnel pour les élus, ce sont les procédés de fabrication. Bon. Là, les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel, et s'ils violent ce secret professionnel, la sanction est pénale. On est dans un délit, et donc ils peuvent être poursuivis au pénal. Donc c'est l'article L2315-3 du Code du travail. On ne va pas s'amuser à faire un cours de droit. Pour le reste, les informations confidentielles. Alors, si on transmet à l'extérieur des informations visées comme confidentielles par la direction, on n'est pas dans le secret professionnel, donc on est simplement dans l'obligation de discrétion. Et si cette obligation n'est pas respectée, il n'y a pas d'infraction pénale. Donc, les poursuites sont disciplinaires et civiles éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout transmettre, hein, il faut quand même être très prudent à ce niveau-là. Mais il n'y a en tout cas pas d'infraction pénale. Alors, la loi prévoit assez peu de choses, hein. Elle prévoit en particulier la discrétion sur la gestion provisionnelle de l'entreprise. Donc un petit peu les informations que donnait Stéphane tout à l'heure, enfin l'exemple que donnait Stéphane tout à l'heure, où on est sur des prévisions. Il y a également les informations qui peuvent nuire à l'entreprise, par exemple en cas de droit d'alerte économique, si on reçoit des informations sensibles. Voilà, les informations concernant la recherche d'un repreneur, ça, ce sont des informations qui sont bien considérées comme confidentielles. Pour le reste, c'est la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, ça signifie que c'est du cas par cas, hein, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond, comme on dit. Et tout ce qu'on peut faire, c'est se référer à des exemples, hein. Par exemple, le détail poste par poste des emplois supprimés, des chiffres de vente pour les 3 années à venir, qui sont voilà des exemples qui peuvent être touchés par les confidentialités et sur lesquels l'employeur peut éventuellement engager des poursuites civiles ou disciplinaires contre les élus.
Mais en tout cas, les cas de la jurisprudence sont quand même assez limités. Hein. Il ne faut pas se faire peur. Comme tu disais, Rodolphe, en introduction, il faut ni avoir peur, ni à l'inverse, tout balancer à l'externe. Il faut bien regarder. La plupart des informations visées comme confidentielles par les entreprises ne le sont pas. Donc, c'est plutôt un coup de pression pour éviter que les informations ne sortent. Hein. L'exemple que tu donnais sur les accords d'entreprise est assez évident, mais il y en a d'autres. Par contre, il faut quand même faire attention à ne pas risquer de s'exposer à des poursuites au civil ou à des sanctions disciplinaires si véritablement on diffuse des infos sensibles, même si elles ne relèvent pas du secret des procédés de fabrication. Merci Jean-Pierre. Alors, merci Philippe. Philippe, tu as répondu à Maxence sur le délai. Merci. Jean-Pierre, il y a une question qui est posée par Agnès le bot, qui revient. Et également, il y a une question sur le pas très rapidement, mais tu as parlé de secret de fabrication. Comment tu places le secret des affaires? Parce que maintenant, une direction qui estime qu'une information est confidentielle, elle peut soit attaquer sous le régime du droit de la presse, on va dire, auquel est soumis un site syndical, hein, comme l'est Miroir Social, soit ou alors attaquer en prenant pas le choix du droit de la presse, mais le secret des affaires. Et là, c'est une autre histoire. Et on a eu des exemples d'attaques via le biais de secret des affaires. Et par rapport aux repreneurs, il y a Philippe qui posait la question de le lien avec la loi Florange. Il y avait deux petites relances que je te propose, Jean-Pierre. Oui, sur le secret des affaires, on est un petit peu dans le flou que j'indiquais. Hein. Qu'est-ce qui relève du secret des affaires? En principe, les juges. Alors, j'essaye de donner une ligne un petit peu générale. Les juges se tiennent à ce qui peut nuire à l'entreprise, hein, ou ce qui pourrait relever effectivement du délit d'initié, comme on disait tout à l'heure. Bon, dès l'instant que l'information ne peut pas nuire à l'entreprise, il est difficile quand même d'opposer une obligation de discrétion, à plus forte raison de secret. On va commencer avec à rentrer dans le vif du sujet. Il est temps, hein, avec les témoignages qui vont justement illustrer où est-ce qu'on place le curseur en matière de confidentialité. On va bien voir que c'est une approche très personnelle. Hein. Enfin, c'est mûri collectivement, mais c'est propre à chaque entreprise en fonction de son contexte, etc. La stratégie qui va s'y développer. Donc, on va faire un tour à chaque fois avec la même question qui va s'adresser à Philippe, excusez-moi de bégayer, à Philippe Fournil, Philippe Viroulet et Louis Duvaux. Donc, la première question, c'est de voir. Je vais commencer avec toi, Philippe Fournil de la CGT SG. Toi, en tant que représentant syndical, dans quelle mesure tu acceptes le principe du principe que la direction de la SG va te transmettre des informations sous de la confidentialité, que tu vas t'engager à ne pas communiquer aux salariés? Est-ce que tu acceptes ce jeu-là? À quelles conditions? Et voilà, ça serait pour te lancer. Okay, à toi la parole. Désolé. Bonjour à tous et désolé d'avoir tous le même prénom dont je fais partie. Effectivement, nous, on a un angle de vue un peu différent des premiers intervenants parce qu'avec une casquette de représentant d'une organisation syndicale dans une entreprise aussi grande que la nôtre, l'angle d'attaque n'est pas tout à fait le même. Non seulement on accepte de recevoir des informations confidentielles, mais on en a exigé dans les moments les plus critiques qu'on a eu à gérer dans les différentes crises. Et on en a connu quand même des sévères, parce que nous avons connu par exemple l'affaire Kerviel, nous avons connu la crise des subprimes, la crise des liquidités, et c'était des moments qui étaient stratégiques pour l'entreprise, décisifs pour les salariés. Et cette discussion-là,
non seulement on l'a eu à l'intérieur de notre organisation syndicale pour savoir comment utiliser cette matière de travail, ces informations confidentielles, et comment elles entraient dans notre stratégie syndicale et dans notre pratique syndicale pour rester en lien avec les salariés sur les préoccupations et les enjeux majeurs. Mais on l'a eu aussi, bien évidemment, avec les autres organisations syndicales. Et il y avait effectivement des divergences de vues. C'est par exemple, dans les crises auxquelles je faisais référence, certaines organisations syndicales avaient plutôt tendance à vouloir appuyer sur le droit d'alerte, ce qui était l'arme nucléaire à nos yeux dans le contexte le plus compliqué qu'on avait, alors que il nous paraissait indispensable de pouvoir échanger directement organisation syndicale nationale et direction générale sur la base d'informations transmises aux organisations syndicales et qui nous permettaient de comprendre la difficulté dans laquelle on était, d'y apporter éventuellement un certain nombre de réponses ou de préconisations, voire de négocier la façon dont on allait pouvoir éviter des drames, un bain de sang social, etc., etc. Donc non seulement c'est quelque chose que nous avons accepté, mais c'est quelque chose que nous avons exigé. Et depuis maintenant près d'une quinzaine d'années, il y a en amont des instances représentatives du personnel et la remise des dossiers de réorganisation, une phase de concertation sur des sujets stratégiques qui réunit la direction générale, les organisations syndicales. Et dès lors qu'on est dans ce bout de tunnel qui précède les consultations officielles, il y a potentiellement des informations qui nous sont remises au titre de la confidentialité et qui nous permettent d'avoir des échanges réels sur le fond et de faire évoluer un certain nombre de projets. Ça a été le cas, par exemple, sur des épisodes de délocalisation, sur des épisodes de réorganisation de la banque de détail en France, etc., etc. Donc, il y a une partie de la règle du jeu qui nécessite qu'on ait ce tunnel de confidentialité. Et Philippe, on a pu... Oui. Je me permets simplement une petite relance, tu en as parlé, mais est-ce que le consensus a été facile à obtenir du côté, déjà, au niveau de la section Société Générale, du syndicat Société Générale? Chez nous, ça n'a pas fait l'objet... Oui, non, mais chez nous, alors effectivement, moi je suis responsable de la CGT Société Générale et il y a des syndicats à l'intérieur de la Société Générale, des syndicats différents CGT, je veux dire. Donc ça nécessitait effectivement que tout le monde soit bien conscient de la stratégie qu'on est en train de proposer, de travailler, de mettre en place, parce que c'est cette matière, l'information, elle est stratégique dans le cadre d'un travail collectif. Parce que l'intérêt, c'est pas de recevoir des informations confidentielles et puis de les potasser, c'est surtout de pouvoir utiliser cette matière et de l'utiliser avec un degré, une granularité de confidentialité qui parfois est un équilibre extrêmement compliqué à trouver. Donc ça n'a pas fait débat, ça n'a pas créé d'épisodes houleux à l'intérieur de notre organisation syndicale, mais on voit qu'on est toujours obligé de réexpliquer notre position un peu atypique dans les organisations syndicales qui restent représentatives à la Société Générale, parce que les autres organisations syndicales sont beaucoup plus axées directement pour recevoir les informations dans le cadre des instances représentatives du personnel. Ah ouais, c'est intéressant de t'entendre dire avec une voix CGT, parce que c'est intéressant d'entendre cette stratégie et l'approche que vous déclinez au niveau du syndicat avec la voix de la CGT. Je trouve ça intéressant, très bien. Mais merci à toi. Tu n'hésites pas à intervenir dans le chat et tu vas reprendre la parole. Donc, parole à donc Philippe Viroulet. Alors, attends, Philippe, je te passe à l'écran. Philippe. Donc, toi, Philippe, donc tu es donc délégué syndical SCAT chez Mili, qui est anciennement Adrexo, distributeur de prospectus, enfin d'imprimés publicitaires, hein, c'est ça. Hein, et donc, Philippe, même question qu'à Philippe.
forcément. De façon globale, hein, pour commencer à rentrer un peu de façon globale, comment toi tu appréhendes l'exercice de la confidentialité? Est-ce que toi tu comprends le fait que la confidentialité à un moment elle peut s'imposer et pour de bonnes raisons, et à un moment elle peut aussi se tordre, et on le verra après. Mais voilà, jusqu'à quand tu es prêt à accepter le principe de la confidentialité, toi? Alors, pour remettre un peu dans le contexte, Adrexo donc, est une société qui est en grande difficulté depuis de nombreuses années. Et donc, la direction est amenée à communiquer un certain nombre d'informations qu'elle considère confidentielles très, très régulièrement. Donc, nous sommes souvent amenés à avoir cette question de savoir si effectivement nous allons accepter que ces informations soient réellement confidentielles et ne pas les diffuser. Donc ça, c'est un préalable parce que je crois que la réaction des organisations syndicales ne peut pas être la même lorsque l'entreprise est en grosse difficulté que lorsqu'elle fonctionne bien ou en simple restructuration de confort, entre guillemets. Donc nous, on a pris comme parti pris d'analyser ces informations par le prisme de savoir si elles allaient avoir un impact sur l'emploi de façon négative dans l'entreprise. Et on a une direction qui négocie très peu, un climat social très très compliqué dans l'entreprise, très peu de réunions d'information en dehors des réunions de CSE, peut-être comme ça peut être le cas avec l'intervenant précédent où un dialogue semble possible en dehors aussi des instances. Avec la direction générale. Chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, on prend la décision de garder confidentiel un certain nombre d'informations, sauf quand on sent que ces informations peuvent avoir un impact négatif sur l'emploi dans l'entreprise. Moi, Adrexo et Mili aujourd'hui, c'était 18 000 salariés, c'est 9 000 aujourd'hui. Donc, c'est une vraie préoccupation pour nous d'accompagner les salariés qui quittent l'entreprise et le métier. Et comme le disait Philippe, je te repose la question, je pose la question à toi aussi. Vous acceptez à certaines conditions le deal de la confidentialité, mais qu'est-ce que quand vous acceptez ce deal de dire on garde l'information confidentielle, qu'est-ce que vous en faites de cette information confidentielle? Oui, alors il est évident que je pense que le fonctionnement est assez identique à beaucoup d'autres de nos collègues, c'est que les informations confidentielles, si elles sont portées à la connaissance des élus et des délégués, c'est aussi parce qu'il faut les utiliser. C'est pas parce qu'elles sont confidentielles que tout de suite on les met dans un tiroir et qu'on n'en parle plus. Elles font aussi l'action du syndicat dans l'entreprise. Et on sait très bien que pour que le syndicat puisse être efficace, il faut aussi anticiper un certain nombre de décisions qui seront portées à la connaissance des salariés un peu plus tard. Et donc, ces informations confidentielles sont le moyen de préparer des actions et éventuellement d'orienter des choses dans notre action quotidienne de syndicat, sans véritablement expliquer pourquoi tout de suite, mais d'orienter nos actions grâce à ces informations. Ok, parfait. Merci à toi. Alors, Louis, je te passe la parole. Donc, Louis Duvaux, toi, tu es responsable de la CFTC du côté de Capgemini. Et toi, un peu comme Philippe, hein, ça, il y a un point de convergence avec Philippe, Société Générale, comme quoi vous avez a priori quand même un niveau d'échange d'informations confidentielles assez nourri avec la direction de Capgemini. Et avec quelle approche pour toi et avec même question, avec quel objectif et qu'est-ce que vous en faites de ces informations confidentielles? Micro. Il faut que tu actives ton micro. C'est mieux là? C'est bien mieux. Parfait. Ah, désolé. Parfait. Il en fallait un. Oui, ce que je disais, c'est qu'il a fallu qu'on s'apprivoise mutuellement. Il a fallu établir un niveau de confiance entre la direction et nous, c'est-à-dire notre capacité, nous, à préserver confidentiel un certain temps des informations sensibles, et puis
nous également d'aller les chercher chaque fois qu'on voyait que quelque chose était en train de se passer. Et cet apprivoisement a permis petit à petit d'établir certains niveaux de confiance. Et à partir de là, on a pu obtenir des informations en amont. Et ça, c'est très, très important, c'est essentiel pour nous d'avoir des informations en amont avant l'annonce et le développement des projets. Donc ça couvre aussi bien les informations stratégiques, mais ça couvre aussi des choses qui sont liées, par exemple, aux cessions d'actifs, aux projets d'achat de sociétés, tout ce qui, comme ça a été dit, qui va concerner les emplois en nombre et en qualité dans l'entreprise. Voilà ce qui nous intéresse. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que quand on a l'information en amont, avant que le projet soit annoncé, il m'est arrivé, moi, d'avoir des informations d'une réorg majeure dans l'entreprise avant même que les managers soient au courant. Ça, c'est quand on arrive à établir ce niveau de confiance. Et dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est avant que le projet soit annoncé, même avant qu'il soit complètement clos, ça nous permet de soulever des objections, ça nous permet d'alerter sur les carences qu'on voit dans leur projet, les dangers qu'il peut y avoir sur les salariés, sur l'organisation, sur les managers, d'exprimer éventuellement notre opposition et le niveau de notre opposition. Il y a des cas de figure, on leur dit, mais non, là, on ne sera pas d'accord et on va s'y opposer durement. Et d'autres cas, d'ailleurs, où on leur dit, ben oui, ça nous intéresse beaucoup. Je prends l'exemple, par exemple, d'un projet d'accord sur le télétravail original dans notre entreprise. Là, on l'a soutenu. Et en signalant ce qui risquait de poser problème, etc. Et donc, quand on a cette possibilité-là et qu'on est capable d'apporter des objections, des alertes, etc., ça permet aussi à nos interlocuteurs côté direction de corriger quand ils estiment qu'on a raison leur projet. Donc, tout le monde gagne au final si on est capable de respecter la confidentialité. Il y a d'autres sujets aussi il y a un autre éclairage, c'est que quand on a les infos en amont, on peut les vérifier, ces informations-là. On peut peaufiner notre affaire et notre jugement de manière à ce que quand le moment vient où c'est plus confidentiel, en tout cas, par exemple, ça commence à être présenté aux élus, ça nous permet d'avoir une information déjà fiable, parce qu'on a travaillé sur le sujet, qu'on a regardé où étaient les loups, on a pu éventuellement interroger, aller chercher de l'info auprès des salariés ou des managers, essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui fait que on a une parole qui est et des actions qui sont beaucoup plus justes également. On perd pas notre temps, on est dans l'action, pas dans la réaction. A contrario, si on n'avait pas cette information en amont, et quand on ne l'a pas, parce que ça arrive, on est à ce moment-là, on reçoit l'information brute, on réagit comme on peut, on n'agit pas, on réagit, et très souvent, ça vire au conflit. Donc, plus on a l'information en amont, plus on peut mieux comprendre ce qui va se passer. On a même, en plus de l'information elle-même, on a les intentions de la direction, ce qu'on n'a pas très souvent quand il y a l'annonce, je sais pas, la cession d'actifs dans l'entreprise. Ils nous disent pas forcément quelles sont leurs vraies intentions. Donc, quand on est en amont, on peut avoir plus d'informations interpersonnelles sur ce que l'entreprise souhaite faire. Voilà, donc quand on joue le jeu, les deux parties gagnent, côté direction et côté salarié. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord, mais au moins on s'est exprimé sur les bonnes informations. Et en revanche, quand ce jeu-là n'est pas joué, et je l'ai observé, on va dire à 2 reprises, sur des projets importants de la direction, ça vire au conflit. Et en l'occurrence, sur ces deux cas de figure, la direction a été obligée de renoncer à son projet. Voilà. Donc, et dans bien des cas, quand on est informé en amont, on fait évoluer le projet. Donc, pour nous, c'est essentiel d'obtenir des informations
y compris avec des obligations de confidentialité. Ça nous gêne pas. Après, on apprécie de part et d'autre le niveau de confidentialité, à qui on n'a pas le droit de le dire, etc. Par exemple, moi, je peux avoir des informations qui sont ultra confidentielles sur une réorganisation qui va venir dans 6 mois. Je sais que la direction accepte que j'en parle à un certain nombre réduit des dirigeants de la CFTC à Capgemini, et ils savent avec l'expérience que je ne vais pas abuser de la chose. Et puis qu'un peu plus tard, je pourrais en parler un peu plus largement, uniquement aux militants de la CFTC. Et le moment venu, on peut en parler, y compris aux autres élus. Et puis plus tard aux salariés. Et quand on en arrive aux salariés, on a une information qui est quand même bien calée. On sait où on va, on connaît les tenants et aboutissants. Là où on n'est pas d'accord, on sait l'expliquer, et on sait l'expliquer avec plein d'arguments. Là où on est d'accord et on sait comment soutenir les axes pour lesquels on est d'accord. Donc voilà, on fait mieux notre travail quand on a l'information en amont. Merci Louis. Alors Louis, tu vas garder la main. Alors il y a une question dans le chat sur, effectivement, là il y a une question qui est posée par Philippe. Philippe, tu as répondu sur la question de l'administrateur salarié. La problématique est la même pour lui, l'administrateur salarié que quelque part l'élu, qui va se voir adresser à un certain nombre d'informations et qui théoriquement ne doit pas les transmettre, il doit les garder pour lui, etc. C'est un peu effectivement la même problématique qui se pose à l'administrateur salarié. Louis, tu vas garder la main et on va dire, on a vu avec vous comment vous appréhendez la notion de confidentialité, ce que vous en faites. Pour autant, ça n'empêche pas, vous trois, respectivement, de publier plus ou moins fortement, mais vous le faites tous, de l'information sur vos sites Internet. Donc, une information qui a un caractère public, soit à l'adresse de façon publique, complètement publique, ou alors réservée aux salariés. Ou aux adhérents, mais on va dire les salariés de vos entreprises respectives. Alors comment, Louis, alors là plus rapidement, c'est quoi l'équilibre que tu fais entre la diffusion grand public et la diffusion réservée aux salariés? C'est quoi la part des choses que vous faites sur le site internet de la CFTC Cap? Ouais, Rodolphe, tu peux me redonner la parole après Louis aussi, s'il te plaît. Bien sûr. Alors c'est qui a parlé, excusez-moi? C'est Jean-Pierre. Excuse-moi Jean-Pierre, ok, ouais. Oui, en général, sur le site public, on cherche pas à faire de scoop, etc. Ça, on les réserve aux salariés. C'est pas la même information sur le site public. On évite de se répandre. On va pas donner, par exemple, d'informations sur la marche de l'entreprise, ou alors c'est très édulcoré sur le site public. Sur le site public, on va plutôt se consacrer à donner des informations sur les négociations, les accords qu'on a, effectivement, c'est évoqué tout à l'heure, on parle des accords, de comment avancent les négociations, les résultats, pourquoi on estime que ces accords sont valables, d'autres moins. On apporte plutôt une information, presque une information éprouvé, on n'est plus du tout dans l'ordre de la confidentialité quand on utilise, nous, notre site Internet public. En revanche, dans notre communication vis-à-vis des salariés, on peut être amené à donner des informations qui sont confidentielles, c'est-à-dire réservées aux salariés. Par exemple, une information qui a été fournie en CSE, qui n'a pas été, pour laquelle on ne nous a pas demandé particulièrement d'efforts de confidentialité, on considère que tous les salariés peuvent être informés directement et on s'en prive pas. Donc c'est pas la même approche. On fait très attention sur les sites publics. On va pas donner d'informations qui pourraient nuire à l'entreprise. Par exemple, des informations sur le taux de marge, sur le chiffre d'affaires du mois, sur le coût moyen d'un salarié de l'entreprise, qui sont des informations stratégiques et que nos concurrents aimeraient bien trouver. Évidemment, on protège l'entreprise et nos emplois en ne fournissant pas ce type d'infos. C'est pas notre rôle d'aller parler de ça au grand public. Ok. Entendu, merci Louis. Moi, je précise quand même qu'on le voit, ces genres d'informations, moi en tant que qu'on voit régulièrement sur les sites de syndicats,
ce genre d'informations, on va dire, potentiellement confidentielles, de nature économique qu'on voit sur un certain nombre de sites de syndicats. Jean-Pierre, tu voulais rebondir ? Oui, je voulais rebondir. En fait, ce que mettent bien en relief là, les trois témoignages des élus, c'est la question de la qualité du dialogue social. Nous, on était partis avec Stéphane sur un point qui était très particulier, qui est l'info que l'on donne à l'expert et dont la direction ne veut pas qu'elle soit transmise aux élus. Donc, c'est quand même une situation assez rare, mais c'était le point d'entrée, puisque c'était finalement les limites de la confidentialité. Mais après ça, on trouve vraiment la question de la qualité du dialogue social. Et la transmission d'informations confidentielles, que ce soit aux élus, à l'expert en même temps, parce que dans ce cas-là, on n'est plus sur des informations qui ne doivent pas être transmises aux élus, mais bien des infos qui sont transmises aux élus en amont, qui permettent d'élaborer la stratégie. C'est aussi toute la question de la consultation sur les orientations stratégiques. Donc, on voit que dans le cas de Société Générale et de Capgemini, on a un dialogue social plutôt de qualité. Je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que je me doute que les élus ont parfois vont être nuancés là-dessus, mais au moins suffisamment qualitatif pour que des informations de stratégie soient fournies et qu'on puisse discuter ensemble sur qu'est-ce que l'on diffuse tout de suite, qu'est-ce que l'on diffusera plus tard, etc. Alors que chez Adrexo, on voit que là, par contre, la direction ne joue pas le jeu. Donc, cette notion de qualité du dialogue social élargit de beaucoup la simple question de la confidentialité. Et ça nous renvoie aussi un peu à ce que je disais sur le fait de ne pas se faire manipuler dans aucun sens, mais de pouvoir avoir une relation confiante avec la direction sur ce que l'on reçoit et ce que l'on peut diffuser. Et ça, c'est un objectif qui est parfois difficile à atteindre dans un certain nombre d'entreprises. Entendu Jean-Pierre. Parole à Philippe. Sur l'équilibre que tu fais, toi, entre l'information parce que donc Louis, on a bien compris que l'essentiel de l'information qui était diffusée, elle était accessible aux seuls salariés de Capgemini. Vous, c'est quoi le ratio entre ce qui est accessible aux seuls salariés de l'ASG et ce qui est accessible à tout le monde non salarié, externe? Alors, en fait, on a commencé à travailler sur les sites et alors on avait, pardon, au départ, on avait un site qui était accessible sur le poste de travail de chaque salarié. Donc là, ça a été une des premières batailles pour obtenir le droit de publier des documents accessibles à l'ensemble des salariés. Ce qui fait que, empiriquement, en fait, on a généré beaucoup de matière. Par exemple, sur notre site actuellement, il y a environ 10 000 articles qui correspondent à des sujets impactant la vie des salariés. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du télétravail, par exemple. Nous, on part du principe que chaque document remis par la direction dans le cadre d'une négociation doit être communiqué aux salariés pour lui permettre de faire remonter ses préconisations, ses propositions dans le cadre de la négociation et que cette matière nous permet d'avancer de manière constructive dans le cadre des négociations. Donc ça veut dire que concrètement, quasiment l'ensemble des documents qu'on reçoit de la direction est disponible sur notre site. Donc on est bien loin de ce que tu disais tout à l'heure, Rodolphe. Est-ce qu'il faut publier ou pas les accords sur un site syndical? Nous, on publie les projets, parce que ce sont les projets qui sont intéressants dans le cadre de l'évolution d'une négociation, à nos yeux, de négociateurs syndicaux. Donc, la direction, bien évidemment, de temps en temps, essaye d'estampiller confidentiel ce type de document. Par exemple, quelque chose qui nous est apparu complètement hallucinant, une nouvelle représentante de la direction, un jour, nous a transmis un document de travail dans le cadre de la négociation QVCT avec confidentiel. Donc, on lui a demandé en quoi ce document était confidentiel, parce qu'en fait, il était vide, il y avait des têtes de chapitre, et je pense que c'était un ballon d'essai pour voir si on était toujours réactif sur la notion de confidentialité.
Donc, comme ils ont senti que le vent du boulet leur passait à côté, ils ont arrêté de jouer avec ce genre de trucs. Mais donc, effectivement, on a un site qui maintenant est logé sur Internet, accessible sur l'ensemble des postes de travail, et qui nous oblige, nous, à gérer la notion de confidentialité qu'on veut bien lui donner. Donc, c'est-à-dire que concrètement, si quelqu'un, un citoyen français ou quelqu'un qui est logé n'importe où en dehors de l'entreprise, se connecte sur notre site, il n'est pas identifié comme salarié, il a accès à un certain nombre d'informations. Ce volume, puisque c'est ta question, représente environ 30%, je pense, des articles qu'on met à disposition. Ce sont typiquement des informations qui concernent l'actualité économique et sociale de la Société Générale. Par exemple, on ne va pas avoir l'envie de dupliquer le site de la CGT, de la Confédération CGT, sur les questions politiques, et on n'est pas redondant sur ce type de sujet. Après, on donne notre point de vue sur un certain nombre de points d'actualité qui peuvent être transversaux aux entreprises, et là, on peut avoir des expressions un peu singulières, particulières, ou qui nous paraissent indispensables, mais en général, on se concentre sur l'actualité sociale et économique de notre entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'informations, 20-30% de notre site est accessible à l'extérieur de l'entreprise. Le reste, les 70%, ne sont accessibles qu'à partir du moment où quelqu'un qui se connecte sur Internet a été identifié par nos soins comme salarié de l'entreprise, ou s'il se connecte à partir de son poste de travail, puisqu'en fait, on a négocié avec la direction le fait que notre site Internet, passé les barrières de sécurité du groupe, qui sont quand même pas une mince affaire, par un SaaS de sécurité, un script qui est sur notre site, qui permet d'identifier les salariés qui se connectent en tant que salariés. Donc, ça permet pas d'identifier ou d'avoir une liste nominative des gens qui se connectent salariés Société Générale sur le site de la CGT, mais ça permet de matcher et de déverrouiller l'accès au site de la CGT Société Générale dès lors qu'on est connecté sur un poste de travail. Ok, parfait. Merci. Ça répond précisément. Ouais. Très bien, ouais, ça. Et par rapport à la question de Jérôme Douchin qui dit, lui, je crois qu'il est chez Schneider Electric, qui dit la difficulté pour toucher les salariés avec la sécurisation. Ce que tu rapportes, l'histoire du plugin de la sécurité, d'identification, comme ça, vous portez bien les choses, vous donnez les moyens de sécuriser et d'authentifier les personnes qui vont accéder aux informations que vous diffusez. C'est ça. Merci à toi. Philippe, toi, c'est quoi entre guillemets, ta religion là-dessus? Alors, nous, on a un site internet public qui retransmet à peu près en information ouverte à tous 80% de ce que l'on peut mettre dessus. C'est un choix de notre part. Hein. C'est dicté aussi par le fait que nous n'avons pas de moyens de contacter les salariés autrement que par un site public. Chez nous, il n'y a pas, tous les salariés n'ont pas, par exemple, une adresse mail professionnelle. Donc, il n'est pas possible de faire un mail, de négocier la possibilité de diffuser sur un intranet ou sur des mails professionnels des informations. Donc, nous sommes contraints de solliciter un peu notre audience de façon publique et nous diffusons à peu près 80% des informations qui sont accessibles à tous, y compris des gens donc, qui ne sont pas forcément de l'entreprise. Nous avons un autre niveau que nous avons appelé le club, où nous demandons à des salariés de s'identifier et de justifier pour la création du compte de leur statut de salarié dans l'entreprise par un justificatif, une fiche de paye ou quelque chose comme ça, puisque nous n'avons pas non plus le moyen de savoir par une autre méthode s'ils sont salariés ou pas dans l'entreprise. Donc là, effectivement, nous, on est beaucoup plus ouvert. C'est pas sans poser de problème, mais notre public est différent. L'entreprise est différente. On n'a pas un site unique. Hein. Tout le personnel est réparti sur 200 sites environ en France.
Et donc, la communication vers eux est plus difficile pour nous, sachant que la direction ne met pas non plus de moyens pour le faire. Ok, parfait. Ben, Philippe, tu vas garder la main et on va passer sur la troisième séquence, enfin la troisième sur un peu c'est pas le cœur du sujet, mais à un moment, toi, tu as été dans le collimateur parce que tu as affiché clairement la couleur quand tu as pris les rênes, enfin, quand tu es devenu délégué syndical central de la CAT, comme quoi, peut-être à la différence de tes petits camarades, la CAT allait publier de l'information, il y avait des choses à dire, et pas simplement à faire du remplissage confédéral, comme tu disais, Philippe, sur le site d'un syndicat d'entreprise, mais qu'il y avait de la matière intrinsèquement à rapporter de l'entreprise et que vous alliez le faire. Donc, tu as été dans le collimateur, et donc on va parler de quand on diffuse publiquement ou aux salariés une information qui a été transmise sous le sceau de la confidentialité, à quoi on s'expose et pourquoi on le fait et dans quelles conditions on franchit, entre guillemets, cette ligne rouge. Toi, tu l'as fait. Tu as notamment publié, ça t'a valu un procès en diffamation, que tu as, je précise, gagné, enfin en appel, tu as été relaxé en appel, et tu avais gagné en première instance, sur le fait que tu aies diffusé le fait que, à l'époque, Adrexo la direction avait gonflé son chiffre d'affaires, et ça, tu as décidé, toi, de le publier. C'est quoi, dans quelles conditions on se décide à dire, je vais rendre publique cette information? Alors, là encore, il y a un contexte particulier, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi le fait que la CAT devient un peu avant le premier syndicat dans l'entreprise, me nomme DSC, et là il y a un réel tir de barrage par la direction qui est de contester la désignation du mandat, d'engager une procédure de licenciement et d'engager ce procès en diffamation au moment où on critique la gestion de l'entreprise et où on donne un exemple sur ces anomalies comptables. Donc là, on est dans un contexte aussi d'une entreprise, je vous rappelle, qui est en grosse difficulté, des conflits sociaux importants et un contexte de refinancement sous l'égide de l'État via le CIRI qui coordonne un peu les choses pour essayer de retrouver des financements. Et il nous apparaît que dans ce contexte-là, les anomalies que l'on peut présenter sont de nature à faire perdre la confiance et de l'État et éventuellement des organismes de financement envers l'entreprise, et que ça peut réellement être un frein à ce que l'entreprise puisse à terme être retournée, refinancée, etc. Et donc là, devant l'ensemble de ces éléments-là et l'opposition frontale qu'on avait avec l'entreprise et la direction générale, on s'est autorisé à diffuser cette information, qui n'est pas sans conséquence évidemment, mais puisque ça entraîne un certain nombre d'événements ensuite avec notamment les commissaires aux comptes, etc. Et donc le risque, il a été pris d'une façon tout à fait consciente parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'impact in fine sur l'emploi et éventuellement la suppression des emplois était fort. Je précise un point que souvent la direction parle de confidentialité par rapport à la concurrence. Ça, c'est ce qui justement la chatouille et qui l'agace profondément, c'est de donner des billes à la concurrence en divulguant un certain nombre d'informations, comme tout à l'heure Louis en parlait, le taux de marge, etc. Mais là, dans votre cas, en matière de contexte, comme tu me le précisais, Adrexo, Family, vous êtes une situation de duopole simplement avec la Poste, et que toi, en fait, les informations que la CAT publie, ça avant tout les clients, les grands clients d'Adrexo qu'elle touche. Et c'est des billes que vous donnez à des clients pour aller challenger la direction. Ça peut être un peu ça. Ce n'était pas notre objectif premier, évidemment, même si dans cette manipulation comptable, la direction utilisait un client qui n'était absolument pas au courant pour faire ces opérations pour gonfler un peu la marge et le chiffre d'affaires. Mais nous, effectivement, là, la vraie difficulté sur notre contexte économique, c'était que nous sommes rarement concernés par des informations qui peuvent gêner par rapport à la concurrence. La concurrence, c'est la Poste et une filiale qui s'appelle Mediapost.
Donc en fait, deux grosses entreprises, un duopole, et puis après, en France, quelques petites entreprises qui sont souvent de 2 ou 3 salariés, voire même uniquement un dirigeant qui, dans une niche géographique en France, va un peu distribuer du prospectus ou du courrier. Donc on n'est réellement pas confronté à ces problèmes de transmission d'informations et de concurrence, sachant que à la branche, 1 an sur 2, les deux entreprises concurrentes se balance la présidence du syndicat patronal de façon comme ça, en alternance 1 année sur 2, et donc travaillent ensemble sur la gestion de la branche. Ok, parfait. Merci à toi, Philippe. Parole à Philippe. Donc Philippe, toi aussi, alors toi tu as un fait d'armes, on va dire, entre guillemets, où tu as posé les conditions du rapport de force sur le côté je publie alors que j'ai pas le droit, pour la faire courte, et pareil, même question qu'à Philippe, quelle légitimité et quel intérêt à agir pour le faire, et c'est notamment un plan de réorganisation de la direction que vous avez mis en ligne, et là la direction elle n'a pas compris ce qui se passait. Oui, c'est dans l'épisode des crises dont je parlais tout à l'heure, les crises de liquidité, crises des subprimes notamment dans les années 2010-2012, qui ont généré le début d'une quinzaine de plans sociaux qu'on connaît maintenant depuis ce moment-là. Lorsque on a débuté la gestion de ces crises, la direction nous a remis un plan de réorganisation dans lequel il y avait un certain nombre de postes qui étaient supprimés, des activités qui étaient réduites, voire qui étaient coupées. Bon. Ce document-là, on l'a reçu un soir à 17h. À l'époque, on était dans l'ancien monde, c'était des documents papier. La première chose qu'on a faite en ouvrant l'enveloppe, c'est qu'on a scanné le document et on a mis ce document sur le site de la CGT qui était logé à ce moment-là sur les structures informatique interne du groupe. Et comme ce document, en fait, il faisait déjà l'objet de multiples discussions et que tout le monde en avait quasiment entendu parler, le fait de l'avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés, des managers, des responsables d'entités, a fait que à ce moment-là précis de l'histoire, il n'y avait que sur le site de la CGT où le document était disponible. Donc la première réaction, bien évidemment, de la direction, ça a été de hurler au scandale. Pour autant, après quelques échanges un peu houleux, on leur a fait comprendre que c'était une des conditions préalables à la discussion et à la négociation nécessaires dans ce type de situation, et que pour nous, avoir la plus grande transparence vis-à-vis des salariés sur ce sujet qui impactait l'emploi était une question préalable et vitale dans le cadre de la négociation. Quand on fait maintenant le bilan quelques années plus tard, tout le monde a compris que c'était du gagnant-gagnant, parce qu'en fait, on était sur les vrais sujets et on a traité les principales difficultés qui étaient posées dans le cadre de ce document. Alors que si on était resté sur une élite de négociation qui se gaufrait l'ensemble des problématiques incorporées dans le document de réorganisation, on serait passé à côté de multiples difficultés que la négociation a pu résoudre, surmonter, etc., etc. Donc ça, c'était il y a maintenant une dizaine d'années, mais on a revécu exactement la même scène quand la Société Générale a annoncé la fusion toute récente, il y a maintenant 4 ans, avec le Crédit du Nord. Donc on était confronté à deux entreprises différentes. Et moi, qui est le responsable de la CGT et la Société Générale, j'avais pas vocation à intervenir dans les histoires des salariés du Crédit du Nord. Pour autant, la première décision que la CGT de la Société Générale a prise, c'est de dire on va s'adresser aux collègues du Crédit du Nord pour leur dire pour l'instant on est dans la même galère et donc les informations qu'on recevra en votre nom, on va vous les envoyer. Et donc on a envoyé les documents de négociation, les documents qu'on pouvait échanger avec la direction dans le cadre du projet de fusion SG Crédit du Nord.
à l'ensemble des collègues du Crédit du Nord, et ils étaient bien contents d'avoir la CGT et la Société Générale pour avoir l'ensemble des informations, parce que sinon, je pense qu'ils ne les auraient pas eues, ou ils les auraient eues en partie, et en tout cas filtrées. Donc là encore, ça permet de remonter des problématiques et de les résoudre au fil de l'eau. Et la direction a répliqué là, enfin, a considéré que c'était déloyal d'informer les salariés du Crédit du Nord. La direction et les autres organisations syndicales qui étaient représentées au Crédit du Nord, parce qu'ils avaient l'impression qu'on était là pour les piétiner. Mais bien évidemment, notre stratégie, notre pratique syndicale, elle repose pas sur le comportement des autres organisations syndicales ou la présence des autres organisations syndicales. Le travail qu'on décide de faire, il n'était pas circonstancié à ce projet. Donc, on a eu la discussion avec les autres organisations syndicales pour leur dire, bon, vous pouvez vous fâcher, mais de toute façon, c'est notre méthode de travail. Donc, il va falloir qu'on trouve chacun nos places respectives. Et bien évidemment, la direction, sous la pression de certaines autres organisations syndicales, a eu la bonne idée de couper les accès messagerie des gens du Crédit du Nord. Et donc, la réunion de négociation suivante, le préalable que nous y avons mis, c'est de dire, nous, on veut bien continuer à négocier, mais si vous commencez à jouer dans le bac à sable en coupant les moyens de communication, on arrête tout de suite. Et vous allez voir que le terrain, il va changer radicalement. Parce que si vous voulez qu'on rentre dans une bataille en rang serré, ça, nous, on sait faire aussi. Et puis, c'est un peu notre terrain de jeu favori. Mais si vous voulez qu'on discute raisonnablement, il faut nous remettre le courant. Voilà. Merci pour ces éléments de rapport de force préalable. Intéressant à entendre et à partager. Merci à toi. Alors, le temps tourne. Louis, à toi la parole sur justement peut-être une illustration à un moment quand la confidentialité n'est plus tenable et comment on monte au créneau et comment on le justifie, voilà. Alors c'est un exemple d'un projet de cession d'actifs de l'entreprise il y a des années de ça, où on a été averti très tard. Donc le côté partage d'informations en amont a pas été bien géré et sciemment, on l'a compris plus tard. En fait, il s'agissait de transferts d'actifs où l'entreprise avait identifié des actifs déficitaires, des contrats déficitaires, et avait organisé la cession de ces transferts d'actifs vers une société tierce qui, pour cela, créait une filiale dédiée. Et on l'a su très peu de temps avant l'annonce officielle. Très peu de temps, ça nous a laissé quand même le temps d'explorer le truc et de se rendre compte qu'on était tout proche d'un autre cas qui s'était passé chez Nestlé. On avait peut-être entendu parler, et en fait c'était un PSE déguisé. On prend des gens sous prétexte de transfert d'actifs, on détourne des périmètres plus ou moins déficitaires, et par le transfert d'actifs, on transfère les contrats et les salariés attachés à ces contrats. Moralité, on s'est rendu compte que par tout ça, par sondage, que l'entreprise était très probablement en train d'organiser un PSE déguisé. Ça, c'était déloyal, parce que dans les informations qu'on avait eues très peu de temps avant, mais qu'on avait eu quand même, en aucun cas, il nous avait donné cette intention-là. Il nous avait expliqué que c'était des salariés qui travaillaient plutôt en assistance technique chez des clients, que le groupe était moins compétitif pour la gestion de ce type d'activité, que ceci, que cela. Bref, c'était du pipeau. Et on était bien dans une information déloyale et un projet qu'on a considéré comme nuisible, dangereux pour les salariés. Et donc, à partir de ce moment-là, toujours dans le cadre juste avant la publication par l'entreprise auprès des instances du personnel, on a expliqué à la direction qu'on n'était pas d'accord avec ce projet, on a expliqué les raisons, on leur a dit ce qu'on soupçonnait comme étant leur intention réelle. Bien sûr, ils s'en sont défendus. Et on leur a dit qu'on s'opposerait par tous les moyens à ce projet. Ça nous arrive pas très souvent à nous.
Mais quand on le fait, on est déterminé, on fait notre travail, on va au bout. Et ça c'est effectivement, on a emmené pas mal de gens autour de nous, parce qu'une fois qu'on leur a expliqué ce qu'on avait trouvé, tous les autres représentants du personnel étaient en accord. Et donc, grâce aussi à l'action du CE de l'époque et d'un bon avocat, on a tellement poussé la direction dans les cordes qu'ils ont été obligés de renoncer au projet. Donc là, c'est plutôt l'illustration que si l'échange d'informations confidentielles est déloyal et qu'on ne nous donne pas toute l'information, eh bien, on n'est pas content, on le fait savoir, et derrière, ça se passe mal pour l'employeur. C'est au moins désagréable. Parfois, il peut réussir à faire passer un projet, mais ça arrive de temps en temps. Récemment, on a bloqué un autre projet qui venait de tout en haut dans l'entreprise, pour les mêmes raisons, avec une information partielle, déloyale, et ça a bloqué le projet. Ça arrive pas souvent à Capgemini, on est plutôt dans une logique de bon dialogue social, on construit des choses, on est plutôt dans la construction et dans la capacité de se parler, mais quand ça arrive de cette manière-là, on passe au conflit en fait. Et généralement, presque à chaque fois, l'entreprise, elle perd. Enfin, les managers qui ont voulu monter ce projet-là perdent. Voilà. Ok. Merci à toi. Merci à toi, Philippe. Non, toi, c'est pas Philippe, non, c'était Louis. Moi, c'était Louis. Merci à toi, Louis. Alors, Philippe, le troisième Philippe, on n'a pas encore entendu. Tu as été patient, donc toi, tu es DPO. Par ailleurs, entre autres DPO chez Orsoethics, et ça a été une question, tu as commencé à y répondre dans le chat, mais qui avait été amorcée dans le chat, une question sur au motif de la RGPD, du RGPD, excusez-moi, comme du règlement général sur les données personnelles, au motif de ce règlement-là, des directions qui vont bloquer en l'occurrence l'accès à Orsoethics ou au cabinet d'expertise à un certain nombre de données au motif de la confidentialité, et donc bloquer des accès à des informations que la direction va dire c'est confidentiel, vous ne pouvez pas y accéder en tant que cabinet d'experts. Et pas seulement en tant que cabinet d'experts, je dirais que nous, en tant que cabinet d'experts, on est relativement bien armés d'une façon légale pour pouvoir pallier à ce genre de manœuvre. C'est aussi vis-à-vis des élus où on observe de plus en plus, on observe ce genre d'instrumentalisation du RGPD. Et donc là, je dirais qu'il convient peut-être de rappeler rapidement, pour contrer la chose, que quels que soient les arguments mis en avant par la direction, c'est abusif. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de débat sur la question, hein. Alors, premièrement, rappelez peut-être que le RGPD, c'est Règlement général pour la protection des données, mais à caractère personnel. Donc, qui dit données à caractère personnel veut dire que ce sont des données qui sont forcément en rapport avec des personnes physiques identifiables ou identifiées. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout et n'importe quoi dans le cadre du RGPD. Et que par ailleurs, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'autorité de contrôle et de régulation qui est en charge en France de faire appliquer et de veiller à l'application surtout et à toute la partie aussi amende sur les abus ou les non-conformités de l'application de cette réglementation, que la CNIL a édité un référentiel qui est donc une feuille de route qui s'impose aux directions, justement, dans le cadre de la gestion des données humaines, des relations humaines. Et et au titre de ce document, il est quand même précisé que parmi les destinataires des informations RH, on retrouve le CSE et les représentants du personnel au titre de leurs prérogatives légales, le CSE au titre des informations ou des activités de type œuvre sociale,
et les cabinets d'audit et les cabinets d'expertise. Donc, lorsque les directions utilisent ou brandissent le hocher, ce répulsif, cet épouvantail du RGPD, elles le font forcément avec une méconnaissance, au mieux une méconnaissance du RGPD, au pire avec une volonté de nuire, une malveillance évidente. Voilà ce qu'on peut dire sur le RGPD. Il y a un autre point, Philippe, c'est... Ah merde, j'ai vu l'Arsène là. Hop. Il y a un autre point, Philippe, c'est concernant le RGPD et ses conséquences sur. C'est peut-être aussi l'occasion de faire un petit sur par exemple les PV de CSE où il y a des noms qui vont apparaître. Et ben dans quelle mesure il va falloir maintenant, désormais, si on veut le rendre public, accessible aux salariés, à anonymiser. Pareil sur donc les PV, les accords, notamment les accords d'entreprise. Et toi, tu préconises même qu'il y ait maintenant, histoire de se border, qu'il y ait 2 versions, quoi. Ah, tout à fait, parce que bon, déjà, il faut pouvoir ménager 2 aspects qui sont fondamentaux pour les intérêts des salariés. Là, le premier, c'est que le PV de CSE est un élément probant au niveau judiciaire. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que les membres du CSE ont hérité des prérogatives des délégués du personnel et du CHSCT. Donc, dans les débats du CSE peuvent apparaître autant des informations ou des cas, on va dire, collectifs, qui étaient du domaine du CE, que des sujets qui sont personnels. Et qu'il est pour la protection des personnes individuelles, des individus qui pourraient être amenés à être évoqués dans les débats, notamment en cas de harcèlement, il est crucial que les débats en question soient reportés au niveau du PV de CSE parce que ça forme une preuve judiciaire qu'ils peuvent produire. Pour autant, le PV de CSE, lorsqu'il est affiché, vous devez aussi respecter le respect de la personne, à sa vie privée, à la confidentialité qui est tout à fait fondée à réclamer concernant concernant sa vie, donc auquel cas, il n'y a pas 36 façons de faire. D'une côté, avoir une version qui est protégée, gardée si possible dans un endroit crypté, et une version qui va être probante au niveau des tribunaux, et puis une version caviardée, c'est-à-dire que vous noircissez toutes les références aux personnes non publiques qui sont appelés à figurer sur les PV de CSE de manière à respecter leur vie privée. Voilà. Alors, au niveau des accords, moi j'aurais tendance à dire quand même que les signataires des accords, on est dans du domaine de représentants personnels, le nom des signataires, non, là, vous ne caviardez pas. Hein. Pareil pour ce qui est au niveau du PV de CSE, lorsque vous intervenez en tant que représentant du personnel, je ne vous conseille pas non plus de caviarder les noms des personnes qui interviennent, parce que cela forme aussi une preuve vis-à-vis de l'inspection du travail que vous êtes actif au niveau du CSE et donc ça contribue à votre protection. J'espère avoir été clair. Merci Philippe. On est d'accord que ça peut interroger de voir que sur DigiFrance, les accords, les signataires sont anonymisés. On est d'accord. Merci de rappeler que les accords, théoriquement, les signataires doivent assumer leur signature et qu'on ne doit pas les caviarder. On est d'accord. Merci à toi, Philippe. Alors, il nous reste une bonne petite 10 minutes. Donc, qui veut rebondir et relancer, mettre une pièce dans la machine? Oui. Stéphane? Je voulais donner un exemple de ce que vient de dire Philippe. Lorsque nous travaillons pour faire des analyses de rémunération, on est souvent sollicité dans le cadre de nos expertises, dans le cadre des politiques sociales, pour faire des analyses de rémunération. Les directions nous communiquent des fichiers anonymisés du personnel sur plusieurs années qui nous permettent de regarder les trajectoires d'augmentation, bref, de faire un certain nombre de travaux. Et depuis un an ou 2, on a eu plusieurs directions qui sont venues sur le terrain de la RGPD en disant on ne peut plus vous les donner, ces informations, c'est plus possible parce que cela contreviendrait aux règles RGPD. Et donc, il a fallu qu'on mobilise Philippe en sa qualité de DPO pour débloquer la situation qu'on a fini par débloquer. Mais on est bien là
typiquement dans un cadre d'instrumentalisation ou de méconnaissance de ce qu'est vraiment le règlement RGPD. Voilà, je voulais donner cet exemple pour illustrer comment ça pouvait se matérialiser. Merci. Louis, il y a une question pour toi qui était posée dans la partie questions. Là, il y en a une, mais c'était sur le côté déloyal dont on parlait, sur le côté on crée une entité qu'on va vendre en mettant tous les contrats pourris. Le lien entre information déloyale et délit d'entrave. Est-ce que ça te parle, ça, Louis? Le délit d'entrave, c'est vis-à-vis de l'instance. Par information déloyale, j'entendais que quand on est en lien avec une direction qui entend vous donner des informations sous couvert en vous demandant un niveau de confidentialité en amont de la communication à l'instance, et que l'information qui vous est donnée est déloyale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exacte, pas complète, qu'elle a en fait vocation à nous impliquer au sens plié dedans son projet et non pas à nous informer. Là, on est dans le cas du déloyal. Après, quand l'instance est informée, on peut pas dire que ce soit du délit d'entrave si la direction ne dit pas tout sur ses intentions concernant le projet. Enfin, peut-être que quelqu'un pourrait le dire, mais quelque part, on s'en fout. À partir du moment où nous, on a identifié que le projet était nuisible aux salariés, et puis, même au-delà de ça, nuisible à l'entreprise, délit d'entrave ou pas délit d'entrave, on attaque, point. Le délit d'entrave, c'est comment dire, on a parlé d'armes atomiques tout à l'heure, c'est un sujet qui est brandi assez souvent, et à mon avis trop souvent. On n'a pas besoin la plupart du temps du délit d'entrave pour faire obstacle au projet de la direction, si on fait notre travail. Oui, en plus, le délit d'entrave, bon, c'est malheureusement devenu un peu un flic en bois, hein, ou un pistolet à bouchon. Hein. C'est un peu le problème dans la mesure où les directions sont condamnées très très tardivement et qu'on ne peut pas s'en servir souvent en négociation. Par contre, la notion d'information, alors il n'y a pas d'avocat autour de la table, hein, mais il pourrait éventuellement préciser ça. La notion d'information déloyale est importante parce que lorsque la direction présente une information fausse, déloyale ou un projet qui en fait est truqué, c'est-à-dire qu'on présente un projet de réorganisation alors que, comme le disait Louis tout à l'heure, c'est un PSE qui est en jeu. Là, par contre, c'est un outil qui peut être utilisé juridiquement pour faire redémarrer la consultation à zéro. Or, dans le cadre des délais préfixes maintenant qui nous enferment quand même terriblement dans les négociations, hein, que ce soit nous dans notre travail d'experts ou les élus dans leur travail de négociateurs, lorsqu'un projet, une information est réellement déloyale, c'est un des rares cas où la jurisprudence va plutôt dans le sens d'annuler la consultation et de la faire redémarrer à zéro, ce qui peut être un outil. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, effectivement, on s'en est sorti parce que notre avocat a plaidé au tribunal le fait de requalifier ce projet en plan social. Et on a obtenu satisfaction. Et derrière, l'entreprise, comme c'était pas du tout l'image qu'elle voulait donner, elle a tout abandonné. C'est quelque part paradoxal pour un syndicat et les représentants du personnel de réclamer un PSE. Mais en l'occurrence, ça a permis de bloquer ce projet. Ouais. C'est pas forcément paradoxal parce que finalement, dans les procédures de licenciement, le PSE est la procédure la plus protectrice. Oui. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais on est presque à rebours de notre sujet sur la confidentialité, hein, avec cette histoire d'information déloyale. Mais finalement, c'est un peu c'est l'autre face de la médaille où c'est le point très complémentaire. Dans la confidentialité, on cherche à avoir une information exacte et de l'avoir en amont pour avoir un meilleur dialogue social.
Et dans l'information déloyale, on est face à une direction qui fournit de l'information, mais mensongère, de façon à truquer ou à tromper le dialogue social. Donc finalement, les deux notions sont complémentaires et intéressantes. Mais ça nous ramène à ce que je disais, toute cette histoire de confidentialité est quand même liée à la qualité du dialogue social. Plus on a un dialogue social constructif et confiant, plus on peut gérer de manière optimale cette question de la confidentialité, et moins on a aussi d'informations déloyales. Jean-Pierre, moi j'aurais une question à poser. Enfin, à un moment, ça a été abordé dans le chat, mais le rapport de l'expert, le rapport du cabinet Orseux Ethics, est-ce qu'il a une dimension? Quelle est sa dimension? Est-ce qu'il est accessible par défaut? Il doit être accessible à l'ensemble des salariés. Ou alors, parce que Philippe, enfin voilà, je te lancerai la parole sur l'histoire de rapport, Philippe, tout à l'heure, Philippe Viroulet. C'est quoi le statut de votre rapport, Jean-Pierre ou Stéphane? On peut se retrouver dans le cas d'avoir des informations confidentielles, c'est-à-dire que le rapport va avoir un petit peu le même statut que les informations transmises par la direction, puisque la direction peut considérer qu'un certain nombre d'informations qui sont dans le rapport vont relever de la confidentialité. Donc là aussi, c'est des points à négocier. Bon, maintenant, notre rapport, comme le disait Stéphane tout à l'heure, parfois il se retrouve dans la presse ou dans les sites dès le lendemain de sa présentation. Stéphane? Oui, le rapport, il est confidentiel aux bornes du CSE, et donc après, c'est effectivement le CSE en général fait un résumé ou donne les informations qu'il juge les plus pertinentes à l'ensemble des salariés. Là encore, il faut mesurer les choses, et ça dépend aussi de dans quelle situation on se trouve. Je crois qu'il y a les intervenants de ce matin ont aussi montré que la façon de communiquer, de sortir un document, etc., il ne se faisait pas de la même manière. Si on était dans un temps calme et il y a peu d'enjeux, ou si on est dans un rapport de force parce qu'on a une situation de crise. Et donc là, il faut apprécier les risques qui sont pris avec un avocat. C'est bien de ne pas faire ça tout seul. Et puis de réfléchir au sein des équipes syndicales sur la façon de communiquer. Mais voilà. Et c'est toute la question de la coopération, finalement, du travail fluide entre les élus, l'expert et l'avocat. Ouais. Alors, on a peut-être un exemple là, Jean-Pierre et Stéphane. Philippe Viroulet, toi, tu me racontais, Philippe, qu'il y a quelque temps, chez vous, du tour d'Adrexo, dans le cadre d'une vente, ou alors d'une mise sur le marché de vente privée, je crois, ou de colis. Il y a un expert qu'on ne nommera pas, qui remet, alors je ne sais pas si cette situation est courante, mais l'expert est missionné et il remet un rapport complet au bureau, et les autres élus ont une version light, on va dire. Comment on peut expliquer que dans un même CSE, il y ait un rapport à géométrie variable? On considère que certaines informations sont une dimension confidentielle entre les élus, quoi. Il y a eu une pratique qui était de remettre une synthèse aux élus, ensuite de donner le rapport complet uniquement au bureau, mais de faire une présentation du rapport complet oralement en séance à l'ensemble des élus. C'était une pratique qui existait, qui effectivement, par rapport à certains élus, posait problème, parce que l'intérêt de ce rapport, c'est de pouvoir éventuellement en prendre connaissance un peu avant la réunion, d'y travailler, de poser des questions. Dans la synthèse, il n'y avait pas il n'y avait pas d'informations suffisantes pour poser des questions sur l'ensemble du travail de l'expert. Okay. C'est une pratique qui pose vraiment problème par rapport aux élus qui ne sont pas au bureau, aux élus minoritaires. C'est ça. Là, nous, ça nous est jamais arrivé. J'imagine, je ne sais pas comment on réagirait dans un cas comme ça. Je ne pense pas qu'on serait d'accord. On a déjà vu aussi des rapports, on l'a traité sur Miroir Social, des rapports qui étaient remis dans le cadre de missions paritaires où la direction elle avait un rapport de 200 pages et les élus avaient un rapport de 50 pages. Oui, ça, c'est pas possible non plus. En fait, ça montre que les règles du jeu n'ont pas été définies clairement au début. En fait, on revient encore à ça, c'est-à-dire
on peut tout imaginer, hein, mais pourquoi on le fait? Est-ce que les partis se sont mis d'accord sur le mode opératoire, hein? Encore une fois, s'il y a une restriction d'accès à l'information, il y a une motivation et il faut que les règles du jeu soient claires. Et nous, on accepte de mission paritaire qu'en toute transparence avec les élus. Il n'est pas question d'avoir une mission paritaire déséquilibrée au profit de la direction. Entendu. Les missions paritaires sont déjà pas très fréquentes, mais quand elles arrivent, elles doivent être totalement transparentes. Moi, il y a un petit point que sur Philippe Fournil sur lequel je voudrais te faire rebondir. Je vous propose de prolonger simplement de 8 minutes, aller jusqu'à 40. Philippe Fournil, tu me disais qu'on préparait l'entretien quelque chose d'assez rigolo. On lance parfois des informations qui vont peut-être que la direction peut peut-être considérer comme confidentielle, que vous considérez pas comme confidentielle, que vous publiez, et ça vous permet c'est des ballons d'essai pour voir comment la direction réagit. C'est une capacité à tester. Si tu peux expliquer, dérouler cette stratégie, Philippe, je sais pas, ou alors j'ai peut-être pas moi qui n'ai pas bien compris, mais vos billets tests. Je pense que tout le monde, dans ses rapports de force, peut instrumentaliser la partie adverse. Et c'est grosso modo ce qui se passe. Par exemple, quelqu'un posait la question de l'administrateur tout à l'heure dans le chat, mais on a donc des informations qui peuvent être à un moment donné confidentielles. Et c'est par exemple, quand la direction nous parle de confidentialité, on lui demande toujours sur quelle partie précise de l'information il y a confidentialité et combien de temps, sur quelle durée l'information est confidentielle. Et là, sur des sujets qui sont extrêmement potentiellement douloureux en termes sociaux, on voit, et on a été confronté à la Société Générale, à des grosses réorganisations dont les chiffres précis des suppressions de postes faisaient l'objet de fuites dans la presse. C'est-à-dire que 3 mois avant d'être en concertation ou en instance représentative du personnel, pouf, on voit des chiffres arriver dans tel ou tel journal bien connu dans la presse économique. Bon, là, on se pose la question, qui a instrumentalisé l'autre et qui a lancé le ballon d'essai? Bon, une fois que le ballon d'essai il est dans la presse et que la fuite elle est faite, par contre, nous, on s'autorise toute l'attitude pour communiquer sur tel ou tel sujet. Donc, bon. Et on s'est régulièrement quand même trouvé dans ce type de situation. Et c'est pas la CGT qui est la source de la fuite. Il se trouve que souvent, les chiffres n'étaient même pas connus des représentants nationaux des organisations syndicales, des IRP, etc., etc. Et que c'était avant que la CGT soit présente au conseil d'administration. Donc là-dessus, on ne peut pas nous accuser précisément d'avoir organisé des fuites. Or, ils sont confrontés quand même régulièrement à ce type de problématique. Et effectivement, nous, on se pose la question régulièrement de savoir comment, d'une part, ces fuites sont organisées, mais aussi s'ils ne sont pas un ballon d'essai pour voir la réactivité et l'acceptabilité sociale de tel ou tel projet. Et donc là, on se retrouve dans une stratégie et un jeu qui peut s'apparenter quand même à l'aspect déloyal dont on parlait tout à l'heure. Okay. Après, il y a un truc que moi, je tenais quand même à préciser sur l'histoire de l'équilibre difficile qu'on a à trouver sur information confidentielle, etc., travail sur le rapport d'experts. Moi, il y a une chose qui m'a frappé sur cette décennie qui vient de passer, c'est que ce travail collectif, il était permis parce qu'on avait beaucoup de représentants locaux dans les différentes entités, etc. Et là, l'évolution des instances représentatives du personnel nous a coûté extrêmement cher. Par exemple, à la Société Générale, quelqu'un disait qu'on sortait des élections de la banque de détail. Nous avons perdu 800 élus CSE titulaires. C'est autant de capacité de travail qu'il va falloir combler et qui va nécessiter une combativité beaucoup plus importante. Et on risque d'avoir des dérapages, des documents qui vont sortir alors qu'ils étaient confidentiels, etc., parce qu'on n'aura plus la capacité de travail collectif qu'on avait auparavant, tout simplement.
Ok. Par exemple, hein, je vous donne ça comme exemple. Ouais, c'est très bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Il est 37. Un petit mot de, Philippe, tu auras fait ton mot de conclusion. Qui veut conclure, enfin rapidement, écoute, Stéphane et Philippe, petit mot de conclusion. Non, moi, ce qui me frappe je l'ai dit ce matin, c'est plusieurs choses. La première, c'est effectivement de bien penser cette question de la confidentialité, de la penser collectivement au sein des organisations syndicales, avec des conseils. Le deuxième, c'est donc d'établir des règles du jeu avec les directions. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. En quoi ces règles du jeu posées et respectées permettent d'améliorer le dialogue social, pour reprendre un mot que Jean-Pierre a beaucoup réutilisé, mais on est tous autour j'allais dire, de l'écran, parce qu'on pense que ce dialogue social, il a de la valeur et ça permet, voilà, c'est un élément fondamental. Donc, poser les règles. Et puis, le troisième, peut-être la troisième leçon, c'est en temps de crise, il faut penser peut-être le rapport à la confidentialité différemment pour faire bouger le rapport de force, s'opposer à une réorganisation qui est considérée comme pas du tout acceptable ou tolérable. Et donc, voilà moi ce que je retiens de cette matinée. Merci Philippe. À côté, Philippe? Moi, à côté, en tant que DPO, je ne saurais trop que de vous rappeler de garder à l'esprit l'éthique. Pour un DPO, on pourrait parler plutôt du légal, mais l'éthique est la chose la plus importante. On est tous des élus, beaucoup d'élus du personnel qui est ici, donc on est fondamentalement sur ce niveau-là. Donc, parmi l'éthique, il y a effectivement le respect de la personne et la volonté de la personne. Donc, faites attention à ça. Voilà. Pour le reste, évitez de vous faire instrumentaliser par les directions et n'oubliez pas que l'information, c'est aussi l'élément principal, le nerf de la guerre, l'élément principal qui fonde les prérogatives des représentants du personnel. Parfait. Louis, rapidement, et Philippe. Moi, il me semble que dans cette époque où on a énormément d'informations qui circulent, on a parlé dans le chat d'APS, le e-syndicalisme, etc. Il n'est pas question pour nous de reproduire ce qui se fait dans les réseaux sociaux avec des propos complètement décousus, etc. Donc l'information, la qualité de l'information, l'avoir le plus tôt possible, c'est essentiel pour notre travail d'élu, de délégué syndical. Et donc, pour l'obtenir, il faut établir la confiance avec nos interlocuteurs, la direction, mais aussi les autres OS, chaque fois que c'est possible. Et puis, quand on y arrive, alors là, on est efficace. Premier point. Deuxième point, la confidentialité, elle s'applique quand on respecte les règles. Donc, on doit respecter les règles pour garantir ce niveau de confiance. Mais si il y a des fuites, et c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Philippe Fournil, ça arrive assez souvent qu'il y ait des fuites qui viennent de la direction elle-même, en fait, ou de l'entourage proche des dirigeants. Et derrière, quand une information dite sensible se retrouve dans la presse, il n'y a plus du tout de confidentialité. Nous, on considère également que c'est le cas. Et à ce moment-là, on y va. Et on donne une information. L'enjeu pour nous, c'est de donner une information fiable, juste, et surtout pas d'avoir une masse d'informations comme on peut en trouver dans les réseaux sociaux, instrumentalisées dans tous les coins ou du grand n'importe quoi. Donc la confidentialité, ça ne veut pas dire qu'on se tait, ça veut dire qu'on travaille sur la qualité de l'information. Parfait. Merci à toi. Philippe. Oui, moi je terminerai sur le point qui a été donné tout à l'heure par un autre Philippe. La formation et la confidentialité, c'est aussi pour nous, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me paraît très important de respecter et l'éthique et les personnes, effectivement, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, parce que donner une information fiable, donner une information vérifiée, suivre cette information, etc. Et puis aussi, on est quand même dans un monde où notre organisation syndicale nous souhaite faire progresser les choses et on n'est pas là pour attaquer des personnes frontalement.
Donc on se préserve de ça aussi en restant sur le terrain professionnel. Parfait. Jean-Pierre, à toi le mot de conclusion. Bon, je pense que c'était vraiment un échange très, très utile parce que on voit que derrière les aspects juridiques qui finalement sont très, très limités, hein, ça tient en 2 phrases du Code du travail et un petit peu de jurisprudence. On a un sujet qui est très vaste et qui touche fondamentalement à la défense des salariés, quoi. Donc, la première question pour moi, c'est d'avoir l'information, que ce soit au niveau des élus du personnel ou au niveau des experts, d'avoir l'information, d'avoir le temps, parce que ça c'est un élément que l'on a peu abordé, le temps de le traiter, hein, et ça nous renvoie effectivement au délai, etc. Et d'où l'intérêt aussi de parfois avoir une information en amont de l'ouverture de la consultation. Ça c'est important. Les capacités à le traiter, bon, c'est là qu'on est sur cette coopération que j'indiquais entre les élus, l'expert et éventuellement l'avocat selon les sujets. Et ensuite, de pouvoir utiliser au maximum cette information en négociation, parce que le but final, c'est toujours de pouvoir négocier quelque chose d'utile pour les salariés, quoi. Et c'est là que on voit bien que le rôle et notre rôle, nous, en tant qu'experts, on parlait tout à l'heure de l'épaisseur du rapport. L'épaisseur du rapport, c'est une chose, mais l'important, c'est surtout ce qu'on en fait, c'est le conseil, quoi. Et dans notre métier, l'utilisation de l'information, c'est pour faire du conseil. On a, nous, toujours tendance à dire, le produit de l'expert, c'est pas le rapport, c'est le conseil. Donc, c'est parfois pas les 200 pages du rapport, mais c'est parfois les 4 pages de synthèse qui permettent de conclure quelque chose à partir de l'information, justement, que l'on a réussi à recueillir. Parfait. Merci Jean-Pierre. Merci à Orsoethics d'avoir porté cette nouvelle rencontre. Merci à nos 3 intervenants d'avoir mouillé la chemise pour rapporter ce que vous avez fait, de donner de bonnes idées à vos petits camarades. Je vous mets, moi... merci à vous pour la participation dans la salle, hein, pour les retours que vous avez pu partager. Je vous mets en partage, moi, donc compte rendu à suivre. Prochain live mardi prochain sur un sujet sur la santé au travail. Et est-ce qu'on le sujet, c'est de dire qu'on va arrêter de pleurer, que le CHSCT va pas revenir. Comme tu l'as dit, Philippe, il y a de moins en moins d'élus. Il y a plein de raisons de pleurer, mais pour autant, ça va pas considéré comme une fatalité que les indicateurs de la santé au travail se dégradent et qu'il y a matière tout de même à agir, quoi qu'on en dise, et qu'il y a matière à regarder devant plutôt que de regarder derrière à des choses qui vont pas revenir. Donc, et comment on se réinvente. Et donc, ça, c'est le sujet de mardi prochain. Donc, compte rendu à suivre sur la confidentialité. Et on aura un sujet qui est même lié, mi-décembre. La date n'est pas encore calée, mais sur la capacité, la liberté d'expression dans l'entreprise. Vous voyez, là, c'est l'inverse. Et de voir de plus en plus d'entreprises, par exemple, c'est pas neutre, qui commencent à couper les commentaires, les réseaux sociaux, et parce que des salariés de plus en plus se lâchent en faisant fi de l'anonymat, Philippe, ils en ont rien à faire que leurs prénoms apparaissent et leur nom, et qui allument les stratégies de la direction en interne dans les boîtes de façon de plus en plus détendue. Et ça chatouille un peu les directions. Et ça, on va en parler mi-décembre. Donc, écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Fin de matinée, une bonne journée, et je vous ai adressé un lien pour qu'on puisse discuter dès que je raccroche. Donc, regardez ça sur vos mails respectifs. Et en tout cas, merci de votre participation. À bientôt, et je vous souhaite une bonne journée. Merci à toutes. Merci à vous. Avec un plateau peut-être plus féminin la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.